Bonjour, merci de nous retrouver pour cette émission Ouest France Terre 2017, organisée en direct du Salon de l'Agriculture, en partenariat avec TV Agri sur le village Semence. S'empoisonne-t-on en se mettant à table 3 fois par jour? Les titres accrocheurs des médias pourraient le laisser paraître, pourraient le laisser croire. Pesticides, antibiotiques, faut-il avoir peur de ce qu'on trouve dans notre assiette? Et si ça allait mieux qu'on ne le dit? Pour en parler, Karine Bocquet, vous êtes secrétaire interministérielle au CNA, le Conseil national de l'alimentation. David Garbous, vous êtes directeur marketing stratégique de Fleury-Michon. Alors, Karine Bocquet, est-ce que ce qu'on trouve dans notre assiette, finalement, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur? Ou est-ce que ça va mieux qu'on ne le dit? En tout cas, il y a des attentes sociétales aujourd'hui qui s'expriment, que l'on retrouve par le biais des médias ou qu'on le retrouve dans les leaders d'opinion, pour montrer que les consommateurs se posent des questions sur leur alimentation. Et donc, ils ont une attente en matière de sécurité sanitaire pour effectivement, par rapport à des questions relatives aux perturbateurs endocriniens, à des sujets de ce type-là, besoin d'être rassurés. Donc la situation sur le plan sanitaire de façon très factuelle, je tenais simplement à peut-être rappeler qu'en 1950, le taux de mortalité lié à l'origine alimentaire était la 2e cause de mortalité. Aujourd'hui, bien heureusement, on n'est plus du tout dans ces schémas-là. Donc on a des systèmes de surveillance, de vigilance, de contrôle officiel qui sont bien présents, qui se sont construits au rythme des crises. Donc on a un système qui est quand même performant en France. Simplement, il y a des questions à se poser et grâce à ce système de vigilance et de surveillance que nous avons en place, nous avons la capacité d'interroger la science, les scientifiques pour améliorer notre niveau de connaissance sur ces questions-là. Donc il faut avoir confiance dans ce qu'on a dans notre assiette. Donc avoir confiance. Alors le Conseil national de l'alimentation, qui est relativement discret, qu'on peut définir comme le Parlement de l'alimentation, comment est-ce que ça fonctionne? Et sur les nouvelles problématiques qui émergent, comme par exemple les perturbateurs endocriniens, comme les pesticides, comment est-ce que vous travaillez dans la durée? Alors le Conseil national de l'alimentation est une instance très originale à l'échelle européenne, puisqu'on n'a pas forcément d'équivalent dans les autres États membres. Donc on s'appelle le Parlement de l'alimentation, parce qu'on va réunir tous les acteurs concernés par l'alimentation, les représentants des consommateurs, des associations de protection de l'environnement, tous les acteurs qui représentent les producteurs, les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, les pouvoirs publics, collectivités, l'État, les scientifiques. Donc on réunit tout le monde autour de la table et la grande originalité, c'est que chacun a une voix et que chaque voix a le même poids. Donc on partage en fait des opinions. Et on est complémentaire d'autres instances qui vont venir éclairer les pouvoirs publics, qui vont prendre des décisions pour encadrer, réguler les questions d'alimentation en France, pour expliquer que voilà, peut-être que les scientifiques d'agences d'évaluation, de systèmes de recherche pensent un certain nombre de choses. Au vu de ces éléments, au niveau du jeu d'acteurs, voilà comment on en a débattu et voilà ce que l'on propose pour améliorer les choses. David Garbous, Karine Bocquet dit que ça va finalement mieux qu'on ne le prétend, qu'on le dit, et en même temps, vous, quand vous interrogez vos consommateurs, ils expriment des inquiétudes. Comment est-ce que vous, industriels, vous répondez à leurs attentes, à leurs inquiétudes? C'est vrai que quand on parle avec les consommateurs, on les a interrogés en début d'année, à 57%, ils disent on pense qu'on mange aujourd'hui moins bien qu'on mangeait hier. Ils pensent que l'alimentation s'est dégradée. Ce qui n'est pas forcément un fait objectif, effectivement, mais c'est une conviction de plus en plus répandue. Et objectivement, c'est quelque chose, quand on regarde les crises alimentaires qui se sont succédées depuis 20 ans, il y a eu énormément d'occasions pour chacun d'entre nous de se dire il y a un problème, ou en tout cas ce que je découvre à travers chacune de ces émissions, c'est pas conforme à l'image que je me suis faite de mon alimentation. Et donc, comme il y a eu une succession d'événements de ce type-là, le dernier étant la crise du cheval, même si ce n'était pas un sujet sanitaire, c'était un sujet de confiance finalement. Et les gens se disent, il y a vraiment un sujet. Et puis il y a un deuxième point, qui est aussi le sentiment qu'on a fait des choix depuis 50 ans pour améliorer la qualité alimentaire, pour produire de plus en plus, pour produire de moins en moins cher. Et on se rend compte aujourd'hui d'un certain nombre d'effets collatéraux de ces choix-là, qui sont ce que vous avez cité tout à l'heure, l'utilisation des pesticides, la présence des perturbateurs endocriniens, les élevages intensifs. Et les gens se disent, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut construire pour l'avenir de nos enfants? Et ils requestionnent aussi l'industrie alimentaire et la société finalement par rapport à ces choix. Et ils nous demandent de prendre des décisions, de prendre des actions en disant, nous on a changé,
On a compris qu'il y avait quelque chose à faire évoluer, on en a envie, et vous n'avez pas encore changé, qu'est-ce que vous attendez? Concrètement, vous faites comment? Par exemple, prenons la question des antibiotiques. C'est devenu aujourd'hui un enjeu de santé publique. Le consommateur voudrait qu'il n'y ait plus, qu'il y ait moins, voire plus du tout d'antibiotiques par exemple dans la charcuterie, dans les viandes qu'on consomme. Comment est-ce que vous y répondez? Alors c'est vrai que c'est un sujet, on entend de plus en plus parler de l'antibiorésistance. Il y a les études convergent pour dire qu'une partie de la cause de cette antibiorésistance, c'est l'utilisation des antibiotiques dans les élevages. C'est bien sûr pas la seule cause, mais ça contribue à l'antibiorésistance. Donc en ayant connaissance de ça, la responsabilité d'un industriel comme Fleury Michon, c'est de trouver les solutions pour faire évoluer les choses. Et c'est le sens des partenariats qu'on a montés depuis 3 ans maintenant. D'abord sur la filière porc, puis depuis, ça a été annoncé aujourd'hui sur la filière poulet, pour pouvoir proposer à des éleveurs de les accompagner sur des expérimentations qui sont grandeur nature et à grande échelle, d'élevage sans antibiotiques. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'il n'y ait quasiment plus d'antibiotiques dans les élevages avec lesquels vous travaillez? Mais en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'au départ, quand on pose le sujet, on se dit c'est compliqué, parce que ça marche bien comme ça, parce que ça garantit une sécurité alimentaire. Et donc quand on questionne, on disait comment on peut faire autrement, les premières réactions, c'est des réactions de doute. Mais finalement, les éleveurs, ils sont comme les consommateurs et comme la société civile, ils sentent qu'il y a un sujet aussi, ils ont envie de s'en emparer. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'aller saisir, travailler avec ces gens qui ont envie de faire avancer le sujet, déclencher des expérimentations, proposer une offre, montrer qu'à l'autre bout de la chaîne, le consommateur dont on parle souvent dans ces instances agricoles, mais qui se pose vraiment des questions, est au rendez-vous et que ces produits-là fonctionnent. Les produits de la gamme GEM sur Fleury Michon, ils ont pris 25% de part de marché en 2 ans. Donc il s'est passé vraiment quelque chose. Et à partir de là, on a la démonstration qu'il y a un marché avec une rémunération attractive pour les éleveurs qui ont fait les efforts. Et donc on tire l'ensemble de la chaîne vers le haut et on propose une voie de sortie positive par rapport à des angoisses à la fois du côté des consommateurs et aussi du côté des agriculteurs et des éleveurs. Karine Bocquet, comment on fait sur un certain nombre de questions, comme par exemple les perturbateurs endocriniens ou les pesticides? On a des questions, certains scientifiques ont des doutes. Comment est-ce que vous travaillez concrètement sur ces dossiers et qu'est-ce qu'on sait exactement? Par exemple, prenons les pesticides, le lien entre cancer et pesticides aujourd'hui. Est-ce qu'il y a dans l'alimentation, est-ce qu'on a déjà des réponses? Alors au Conseil national de l'alimentation, donc je tiens d'abord à préciser qu'on n'est pas un groupe d'experts. On est vraiment une structure qui représente la société et les parties prenantes dans leur ensemble. Et on va débattre ensemble pour essayer d'arriver à construire un consensus, une position commune sur un sujet donné. Par exemple sur les questions de perturbateurs endocriniens ou autres. À partir de septembre prochain, on va lancer un nouveau groupe parmi les groupes de concertation que l'on organise, un nouveau groupe qui va travailler sur la définition de ce qu'est une alimentation favorable à la santé. Et ce sera l'occasion, dans ce cadre-là, de voir un petit peu de positionner en fait ces sujets-là et de voir comment, par rapport aux différentes parties prenantes, comment chacun a envie de donner quelle définition à l'alimentation favorable à la santé. Et il y a un point qui me semble important à se souvenir en fait pour expliquer un petit peu le paradoxe de l'alimentation d'aujourd'hui qui est une alimentation, je ne veux pas vous donner l'impression d'une fausse impression de sécurité, il y a des questions qui se posent mais on a des dispositifs qui permettent de se questionner, de compiler de la connaissance scientifique, d'avancer intelligemment. Simplement on a un rapport à l'alimentation qui a changé depuis un certain nombre d'années et dans ce rapport à l'alimentation, il y a le fait que c'est un produit vivant, donc il y a des questions sanitaires effectivement à se poser. C'est un produit qu'on va ingérer, donc ce n'est pas un geste anodin. Donc on a une perception des risques liés à ces questions qui est très différente d'autres types de nature de risques. Et donc on a un relationnel particulier, on va être très sensible à ce type de sujet parce qu'on est sur des notions de risques collectifs subis. Ce ne sont pas des risques individuels qu'on choisit. Par exemple, on ne voit pas du tout les mêmes éléments sur la consommation de tabac et le fait d'avoir un impact sanitaire très fort sur le tabagisme, par exemple en France. Voilà, donc je tenais vraiment à souligner ce paradoxe de l'alimentation qui n'existe pas d'ailleurs dans tous les pays de l'Union européenne ou dans les pays du monde où l'alimentation française est vue plutôt positivement, le modèle de la gastronomie française. Donc je tenais à souligner ce paradoxe et ce paradoxe, c'est au quotidien, on en débat en fait au Conseil national de l'alimentation. Et pour répondre à votre question, donc je ne peux pas vous répondre là tout de suite aujourd'hui, en tout cas on va intégrer ces éléments à partir du mois de septembre.
Vous rassemblez au CNA tous les acteurs qui sont concernés par ces questions. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il y a des points de blocage? Alors c'est très... D'abord, tous les sujets que l'on traite au Conseil national de l'alimentation, par définition, on est sur des débats d'idées, d'opinions, donc tous les acteurs ne sont pas tous d'accord. Donc pratiquement sur tous les sujets, au départ, on n'est pas d'accord. Les points de vue sont différents. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir 2 temps dans l'instruction des sujets. Un premier temps d'audition d'experts, où on va permettre à chaque partie prenante de questionner un expert donné. Donc l'avis de cette représentant des associations de consommateurs ou de la protection de l'environnement ne va pas évoluer dans le temps. Simplement, il va y avoir une capacité d'écoute qui va faire qu'il va l'intégrer pour pouvoir ensuite participer à la construction du consensus. Et pour vous donner un exemple très concret, on a travaillé donc dans l'avis 73 du Sénat accessible sur notre site internet sur les conditions de la confiance autour de l'alimentation. Comment on peut redonner la confiance aux consommateurs? Et dans un élément important à signaler, c'est que la confiance, elle se construit sur la base des informations, de la sincérité des informations et de la transparence. Et ça rejoint ce qui a été dit au niveau des professionnels, de donner des éléments d'information sincères, fiables, transparents aux consommateurs. David Garbous, construire une démarche, une relation de confiance avec le consommateur. Vous allez jusqu'à ouvrir vos usines quand certains de vos concurrents refusent non seulement les consommateurs, mais parfois même les journalistes. Y compris, vous acceptez de répondre, y compris sur les sujets sensibles, par exemple sur les nitrites, ce que vous faites, et puis aussi jusqu'où vous pouvez aller. Oui, je pense que c'est vraiment important. Si on veut rétablir cette relation de confiance, il y a un moment donné, il faut qu'on rétablisse une forme de dialogue et qu'on soit capable de montrer la direction dans laquelle on va, pourquoi on fait les choses, comment on les fait, sans raconter une histoire fantastique en disant qu'on a tout compris, que tout est beau et une belle histoire, mais en racontant toute l'histoire, c'est-à-dire en racontant aussi les difficultés qu'on rencontre, les obstacles qui sont sur notre route et l'ambition qu'on se donne. À partir du moment où on pose ce sujet-là, où on explique aux gens qu'on va dans une direction, et nous c'est aider les hommes à manger mieux chaque jour, donc on dit on veut construire une meilleure alimentation à grande échelle, voilà ce qu'on a déjà fait, voilà ce qu'on souhaite faire à horizon 2020, voilà les difficultés qu'on rencontre. Les gens sont extrêmement, pas respectueux, mais ils sont extrêmement réceptifs à ce genre de message parce que justement, ils sont convaincus qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, que c'est quelque chose de très progressif. Et une marque est capable de dire, là ça va, là j'ai des problèmes, là j'ai besoin de vous. C'est une marque qui redevient finalement audible et humaine. Et c'est ce qu'on a appris, nous, à travers les opérations Venez vérifier depuis 2014. Quand on pose les sujets, qu'on montre comment ça se passe, qu'on fait rencontrer les gens qui sont aux commandes, qui sont passionnés par ce qu'ils font, les gens portent un regard nouveau parce qu'ils ont une expérience. On vit dans une époque où l'information circule à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous travaillez sur les réseaux sociaux? Est-ce que la révolution numérique, c'est aussi peut-être l'occasion de recréer un lien de confiance direct avec le consommateur? Oui, je crois que c'est vraiment l'occasion de, en tout cas, sortir des silos de spécialistes, de poser les sujets de manière large et transversale. On a développé un projet la semaine dernière qui consistait à mobiliser les consommateurs en disant « Déposez votre idée pour manger mieux ». On a fait ça sur Twitter, donc exclusivement sur ce canal-là, en disant « On est à un moment, c'est les élections présidentielles dans quelques semaines, on va construire l'avenir des 5 prochaines années au moins. C'est le moment de se poser des questions importantes sur qu'est-ce qu'on voudra manger demain. Votre idée, nous on a un certain nombre de convictions, on veut avoir votre idée et on a remis un manifeste du Manger Mieux plus les 1500 idées qui sont sorties de cette consultation sur Twitter à tous les candidats à l'élection présidentielle dont certains sont là aujourd'hui, pour leur dire voilà ce qui se passe, nous on est un industriel, on a envie de bouger, les consommateurs aussi, et vous, candidats, quelle est votre vision? Où est-ce que vous voulez nous emmener sur ce sujet? Alors, 2-3 idées qui ressortent de cette consultation sur Twitter. Il y a 3 sujets importants. Le premier, c'est la transparence sur comment sont faits les produits, d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués, l'utilisation des additifs ou autres. Le deuxième, c'est très dans l'actualité, c'est la juste rémunération des éleveurs. C'est comment on fait pour que l'ensemble de la chaîne profite d'une alimentation de meilleure qualité. Et le troisième, c'est le fait de rendre cette connaissance accessible au plus grand nombre, à la fois par des logiques d'éducation, comment on apprend à nos enfants à mieux manger, et ensuite dans des logiques financières, c'est-à-dire comment on fait en sorte que cette alimentation de meilleure qualité, elle soit accessible à tout le monde. Merci. Karine Bocquet, il y a des nouvelles questions aussi qui émergent, qui ne sont pas forcément des questions de santé, mais qui sont des questions sociétales. Le bien-être animal, par exemple, comment est-ce que vous emparez de cette question ?
Et bien justement, dans la proposition de loi Falorni, il y a un certain nombre de propositions qui sont formulées et parmi elles, il y a la création du comité national d'éthique en abattoir et donc ce comité va se tenir prochainement au sein du Conseil national de l'alimentation. On va réunir toutes les parties prenantes et on va se positionner, essayer de construire un consensus pour essayer de définir les attentes en matière d'évolution de la réglementation sur ce sujet-là. L'alimentation, est-ce que finalement le consommateur n'a pas une responsabilité, lui, dans ses choix? On parle de la montée de l'obésité, mais la déstructuration des repas, l'absence d'exercice physique, trop de sucre, est-ce que lui aussi, il n'a pas sa responsabilité? Alors sur les questions d'alimentation, on pourrait parler d'une chaîne de responsabilité partagée entre les professionnels qui ont des actions à mener en matière pour accompagner l'information, pour expliquer comment la production s'organise. Les consommateurs, comme vous l'avez dit, sont acteurs également et sur les comportements alimentaires, les représentants des consommateurs peuvent aussi avoir un rôle dans l'information, l'accompagnement de l'information et de l'éducation. Les pouvoirs publics qui peuvent accompagner l'ensemble du dispositif. Je pense notamment par exemple aux actions en matière d'éducation des jeunes dans les programmes scolaires par exemple. Donc on peut parler d'une chaîne de responsabilité partagée. Une chaîne de responsabilité partagée, c'est aussi votre sentiment, David Garbous? Oui, c'est aussi la conviction que c'est uniquement en mettant toute la chaîne en responsabilité qu'on fera bouger les choses rapidement et à grande échelle. Si on n'arrête pas de se rejeter la faute en disant je voudrais bien mais je peux point, les consommateurs sont pas prêts, les distributeurs jouent pas le jeu, etc. On se regarde en chien de faïence et il se passe rien. Le sujet là, il est urgent, il faut agir, on est dans le temps de l'action. Nous, on veut jouer notre part et on veut que tout le monde puisse avoir droit au chapitre. David Garbous, merci. Karine Bocquet, merci.